Bonjour, bienvenue à cette dernière vidéo sur la parentalité responsable et le développement de l'enfant. On arrive au bout de cette série de capsules théoriques sur la parentalité responsable. Bravo pour avoir tout écouté jusque-là. Je sais qu'il y a beaucoup de matière. Je l'ai dit en introduction que c'était un sujet assez dense. J'espère l'avoir rendu le plus simplement et le plus clairement possible. Dans cette vidéo-là, je vais faire un bref résumé des aspects principaux que j'ai énoncés jusque-là et je vais ensuite ouvrir sur plusieurs applications pratiques dans le domaine de la pathologie, c'est-à-dire quand ce que j'ai dit jusque-là ne se passe pas bien et quand il y a des manques ou d'autres types de problèmes, à quoi on peut s'attendre comme trajectoire développementale. Alors, le premier aspect qu'on a vu, puis qui est toujours très important de garder à l'esprit, c'est qu'on existe à deux niveaux, un niveau physique et un niveau psychologique. L'enfant a besoin du parent pour développer son corps psychologique, son soi, et ce développement a besoin d'être fait au travers de sa relation avec son parent, donc en fonction de la qualité de son regard qui va l'investir. C'est ce qu'on a vu essentiellement dans la capsule numéro 2 et la capsule numéro 3. L'enfant est un être en besoin, il a besoin d'être investi, il a besoin d'être vu, il a besoin d'être signifié constamment. Il a aussi besoin d'être encadré, aménagé, il a besoin qu'on surveille son comportement, qu'on veille à ce que tout se passe bien pour lui. Et donc, au travers de tous ces soins-là qu'on va lui donner, il va pouvoir petit à petit développer son propre sentiment d'existence. Deuxième point bien important qu'on a vu aux capsules 3, 4 et 5, c'est que ce qui compte, c'est pas l'attachement, c'est pas le sentiment d'attachement que le parent peut avoir envers son enfant. Ce qui compte, c'est la position intérieure du parent, sa capacité à se distancer de son enfant intérieur à lui pour mettre son attention et son énergie au profit de l'enfant qu'il a devant lui et qui a besoin d'être investi. Et donc, c'est pas parce que le parent est très attaché à son enfant qu'il va lui permettre de grandir à ce niveau-là de manière optimale. Les deux n'ont pas un lien direct entre eux. Évidemment que normalement, habituellement, quand on est très investi puis qu'on donne beaucoup d'énergie et de temps à faire grandir un enfant, ce serait difficile d'imaginer qu'on n'ait pas d'attachement. Par contre, à l'inverse, on peut être très attaché à un enfant comme à n'importe qui ou quoi d'autre, et ne pas avoir de considération pour cette personne, cet objet, etc. Et donc, dans des cas plus extrêmes, faire souffrir ou nuire beaucoup à cette personne-là. Troisième point, dans les vidéos 4 et 6, à partir du moment où le parent est disponible à ce que vit l'enfant, à partir du moment où il le considère comme personne, il lui en renvoie un regard signifiant sur ce qu'il est, ce qu'il incarne dans le moment, à partir de là, c'est la qualité du temps passé avec l'enfant. C'est la qualité de cette présence-là qui compte et non la quantité de temps passé avec l'enfant. C'est quelque chose qu'on peut entendre et que j'ai entendu souvent dire, bon, mes parents ont passé beaucoup de temps avec moi, on faisait toujours plein de choses en famille, etc., etc. Et pourtant, la personne est carencée. Intérieurement, elle n'a pas beaucoup le sentiment d'exister. Elle vit un vide intérieur, etc., etc. C'est parce que, comme je l'ai dit à la vidéo numéro 4, le parent était beaucoup plus un gardien et non dans une position de parent. Donc, il veillait à ce que les choses se passent bien sur le plan physique, mais il n'était pas présent sur le plan psychologique pour investir l'enfant. Et donc, ce qui compte vraiment, c'est la qualité du temps passé avec l'enfant plus que la quantité ou le type d'activité qu'on peut faire avec lui. Ce qui compte aussi à partir de là, évidemment, c'est la capacité du parent à optimiser, à aménager l'expérience de l'enfant, à faire en sorte qu'il soit toujours dans un état le plus disponible, le plus ouvert possible pour apprendre des nouvelles choses, pour enregistrer des nouvelles informations et pour recevoir l'investissement du parent. Ça veut dire qu'il faut encadrer particulièrement son humeur, comme je l'ai dit à la vidéo numéro 7, 8, pardon, mais il faut aussi pouvoir faire en sorte de diriger l'enfant vers les choses qui vont lui être le plus profitables, où il va le plus gagner. Ça peut être par exemple de l'inscrire à certaines activités, de faire certaines activités avec lui, de lui faire changer d'activité, d'augmenter le niveau de difficulté ou le baisser au contraire. Bref, c'est en permanence d'avoir un regard sur l'enfant et de s'arranger pour que son expérience soit le plus optimale possible, pour que son développement se fasse le mieux et qu'il soit le plus enrichi possible par tout ça.
Dernier point, comme j'en ai discuté plus précisément aux capsules 4 et 7, qui est un aspect qui pour moi va de soi, mais qui est beaucoup mis de l'avant, ou en tout cas beaucoup souligné dans tout le mouvement de parentalité positive ou toutes les choses qui tournent autour de ça, c'est que le parent doit toujours veiller évidemment à ce que ce ne soit pas son enfant intérieur qui prenne le dessus et qui dicte son comportement, son regard envers l'enfant. Donc, il doit toujours faire en sorte de pouvoir s'aménager et de pouvoir se ménager suffisamment pour que ce soit le parent qui soit avec l'enfant et non que ce soit un autre enfant avec un autre enfant. Donc évidemment, c'est des choses qui sont plus visibles ou plus évidentes dans les situations d'encadrement de l'enfant. Autrement dit, quand l'enfant a un comportement qui est ou fait quelque chose, des fois c'est pas forcément un comportement problématique, mais qui fait quelque chose qui est dérangeant pour le parent doit toujours veiller à ce que ce soit pas son enfant intérieur qui dicte son comportement, sa réaction, parce qu'à ce moment-là, on se trouve avec un enfant face à un autre enfant, et là, la situation n'est plus une situation où l'enfant devant soi peut profiter d'un regard parental. Il est face à un autre enfant qui va réagir face à lui, et donc ça va être potentiellement menaçant et problématique. Donc, le parent doit toujours veiller à ce qu'il soit disponible intérieurement pour ça, quitte à, justement, réduire, par exemple, je parlais d'activités tantôt, ça peut être de réduire le nombre d'activités parce que le parent n'a pas assez de temps, lui, pour s'occuper de lui, pour régénérer, pour faire d'autres choses, parce que ça demande trop à la famille, etc. L'enfant n'a pas besoin qu'il ait beaucoup d'activités, plein de tournois, de parties, de compétitions, de trucs comme ça, etc. Il a besoin de la qualité, de la présence du regard parental sur lui. Fait que si participer à tout ça est épuisant pour le parent et que ça l'empêche d'être présent à son enfant, il vaut mieux à ce moment-là réduire le nombre d'activités, se ménager, se garder du temps pour soi, pour que quand on est avec l'enfant, ce soit vraiment un parent avec son enfant et non un autre enfant intérieur qui réagit à l'enfant qu'on a devant nous. Voilà très résumé l'essentiel des points dont j'ai parlé dans ces 8 capsules précédentes. Maintenant, permettez-moi de parler de situations ou de trajectoires développementales dans lesquelles il y a eu un manque ou un problème dans l'investissement de l'enfant, dans la position du parent face à l'enfant et comment ça affecte le développement de l'enfant et surtout la présentation d'une personne comme ça à l'âge adulte. La première possibilité est que l'enfant ait été peu investi. J'en ai parlé, ou en tout cas j'ai fait référence à ça quelques fois dans ces capsules-là, mais je ne me suis pas étendu là-dessus, puis je ne le ferai pas aujourd'hui non plus comme pour tous les autres points, là, ça fera éventuellement l'objet d'autres capsules, mais pour le moment, simplement de mentionner qu'un enfant qui a été peu vu, qui a été peu signifié, qui a été peu considéré, va toute sa vie comme adulte, être constamment à la recherche, animé par le regard de l'autre. Il va chercher, plus ou moins activement, à exister sous le regard de l'autre parce que son sentiment d'exister sera très faible, voire même, dans certains cas extrêmes, inexistant. Et donc, ça va donner des personnes qui pourraient, par exemple, être très expressives, parler beaucoup, prendre beaucoup de place. Quand elles arrivent dans un groupe, c'est toujours elles qui parlent, qui font en sorte que l'attention se tourne sur elles. Elles font en sorte de se mettre de l'avant facilement, pas en dénigrant ou en disant que les autres sont moins bons ou moins bonnes qu'elles, mais simplement pour avoir de l'attention, pour exister sous le regard de l'autre. C'est un phénomène assez courant, il est plus ou moins important selon les personnes, mais ça se voit assez fréquemment et c'est expliqué par le fait que la personne a été peu investie dans son enfance, donc elle a été peu signifiée, été peu vue et elle est constamment en manque de cette signification. Si la personne a été beaucoup encadrée, si l'encadrement a été strict, il y avait des règles claires, stables, etc., on va avoir quelqu'un d'allure très contenue, plutôt effacée, qui cherche constamment à passer le temps, à s'occuper, à nourrir, disons, de plusieurs manières, son vide intérieur. Ça peut être de compenser avec des gratifications plus primaires, nourriture, etc. Ou ça peut être en s'identifiant par procuration, au travers de vedettes, de sport, de cinéma, ou en adoptant des caractéristiques, des rôles vraiment très propres à un groupe pour, par procuration, vivre le sentiment intérieur là, d'exister, cette intensité-là qui leur manque. Ces personnes-là vont peu directement
directement rechercher l'attention, mais quand on va leur en donner, quand on va s'intéresser à elles, elles vont s'animer, puis elles vont beaucoup plus facilement parler, pas forcément d'elles, mais d'écrire des choses, pourvu qu'elles gardent l'attention de l'autre sur elles. Et un coup que ce sera fini, elles vont avoir tendance à retomber dans cet état-là de grisaille, d'être contenues, d'une sorte de tristesse intérieure qui ne prendra pas la forme d'une grande dépression, mais quand même d'un sentiment de déprime constant qu'ils vont devoir continuellement compenser. C'est des personnes qui vont être très sensibles aux pertes relationnelles des amis proches, des membres de la famille. Quand il y a quelqu'un soit qui s'éloigne, qui décède, il y a un contact qui est plus possible, c'est des personnes qui vont réagir beaucoup justement avec des sentiments de type dépressif. L'autre possibilité, la personne n'a pas été encadrée et elle n'a pas été non plus investie. Et dans ce cas-là, on a des personnes qui vont avoir beaucoup plus tendance à aller activement faire de toutes sortes de manières, prendre le dessus, attirer l'attention, faire en sorte que les autres les regardent, parler d'elles, se mettre de l'avant, etc. Un peu comme je l'ai mentionné tantôt. Ça, c'est plus le deuxième groupe quand l'encadrement n'a pas été là. Donc l'enfant est toujours dans son impulsivité naturelle, si on veut, et en plus, il est constamment à la recherche d'un regard significatif d'exister. Mais malheureusement, il ne sera pas capable de faire les efforts, d'avoir la persévérance, d'actualiser ses potentiels, de réaliser quelque chose, de devenir quelqu'un de vraiment plus significatif et donc de mériter davantage l'admiration, par exemple, ou la valorisation des autres autour de lui. Et donc, il est condamné d'aller d'un endroit à l'autre en étant toujours plus ou moins adéquat, toujours plus ou moins accepté dans les différents groupes et dans les différentes relations dans lesquelles il est. Donc ce premier groupe-là est assez fréquent. Ça concerne une bonne partie des gens que j'ai pu voir, soit en suivi, soit dans ma vie personnelle. C'est quelque chose d'assez fréquent et qui peut être, disons, plus ou moins grave selon les situations. Ce qui est en fait le plus grave dans ce premier groupe-là, des sois ou du sentiment d'être carencé, c'est souvent le manque de capacité à se voir aller, de manque de capacité à intégrer, le manque de capacité à avoir de la perspective du jugement sur son état, qui est un corollaire, disons, du manque d'investissement du parent. C'est sûr que si le parent n'a pas pu considérer, n'a pas pu ancrer dans l'enfant ce sentiment-là d'exister, c'est difficile d'imaginer qu'il ait pu lui donner beaucoup de recul, de jugement, de capacité d'élaboration et d'intégration. Donc, probablement que la personne a un potentiel, en tout cas plus ou moins grand selon les personnes, mais il n'a jamais été développé, mis à jour, ce qui fait que c'est des personnes qui vont avoir beaucoup tendance à réagir aux événements, mais assez peu à se voir aller, à pouvoir considérer les autres, à être présent à ce qu'ils vivent, etc. Et ça, c'est quelque chose qui est aussi problématique dans cette situation-là. Un autre groupe, plus rare, mais qui se voit aussi assez fréquemment tout de même, c'est celui des soi empruntés ou de la fausse identité. Là, le parent a regardé, a considéré l'enfant, mais pas pour ce qu'il était, pour ce qu'il avait envie, lui, le parent, que l'enfant soit. Donc, il lui a transmis la conviction qu'il avait une valeur, qu'il était quelqu'un, qu'il était méritoire, alors que ce n'était pas du tout ce qu'il incarnait dans la réalité. En général, quand ils sont petits enfants, jusqu'à l'école primaire, ça passe assez bien, l'enfant est petit, on ne voit pas beaucoup la différence, mais petit à petit, on est face à quelqu'un qui va prétendre à toutes sortes de choses, qui va se trouver bon, se trouver valable dans toutes sortes d'affaires et qui va s'attendre à ce que l'entourage, les autres qui le regardent, le trouvent lui aussi bon, méritoire et tout ça. Et qui va avoir tendance facilement à changer d'identité, c'est-à-dire en tout cas à changer de source d'identification selon le groupe dans lequel il est, selon la situation, selon ce qu'il vient d'avoir découvert plutôt, mais toujours avec l'idée qu'il va pouvoir de cette manière-là impressionner et facilement aller chercher le regard valorisant, gratifiant de l'autre. Dans les cas extrêmes, on est face à des personnes narcissiques qui vont même avoir développé une capacité à plus écraser, rabaisser, prendre le dessus sur les autres pour imposer leur grandiosité. Dans les cas moins graves, moins problématiques, on va avoir des personnes qui vont simplement, entre guillemets, passer d'une identité à l'autre, comme s'ils changeaient de costume selon les situations, selon les relations, etc. Et dès qu'ils vont sentir que l'autre personne est moins impressionnée, moins là, les considère moins, ben ils vont avoir tendance à aller chercher cette admiration-là chez l'autre personne et donc changer comme ça facilement de relation, changer facilement de groupe d'appartenance.
Et quand ils en ont plus, quand ce qu'ils croyaient être, quand la réalité leur montre que ce qu'ils croyaient être n'est plus là, à ce moment-là, on retrouve un état plutôt passif, même très passif, dysthymique. Des personnes qui peuvent être complètement presque amorphes dans leur mode de vie. Bon, ils vont survivre, ils vont se laver, ils vont se nourrir, etc. Mais ils font vraiment le minimum, puis ils vont être dans un état intérieur proche de la dépression, dysthymique, de grisaille constante, et ils vont rechercher à partir de là à retrouver une source d'identification pour de nouveau être admirés, être particuliers aux yeux des autres, mais sans jamais être capables, eux non plus, de vraiment se mobiliser, de faire les efforts, de réaliser, de construire quelque chose. Donc ça va toujours être un substitut qu'ils vont aller chercher dans le regard de l'autre. Donc, le premier groupe carencé sont des enfants qui n'ont pas été vus. Le deuxième groupe, les fausses identités ou les soins empruntés, sont des enfants à qui on a fait croire qu'ils étaient quelque chose alors qu'ils ne l'étaient pas. Dans le dernier groupe, ce sont des enfants qui, eux, ont été victimes de l'hostilité, donc de l'agressivité psychologique du parent, qui les a contraints à ne pas être quelque chose qu'ils étaient spontanément ou à être quelque chose pour correspondre aux besoins du parent. Et là, on arrive dans un groupe de personnes qui, à l'âge adulte, vont souffrir énormément de blessures intérieures, de traumatismes intérieurs qui vont conditionner fortement leur manière d'être. Très résumé, c'est une situation dans laquelle l'enfant est quelque chose qui est intolérable pour l'enfant du parent. Et donc, à ce moment-là, comme j'en ai parlé dans les capsules sur la position du parent, l'amour et l'attachement, etc., le parent va régresser, va devenir très agressif. Par exemple, si son enfant le conteste, si son enfant est agréable aux yeux des autres et qu'il est jaloux de ça, si son enfant est triste, vulnérable, en difficulté, que le parent, ça le fait mal paraître, ou ça le rend impuissant, ou ça fait remonter des choses chez lui, ou si le parent a besoin que, par exemple, l'enfant soit à son écoute, soit gentil avec lui, soit compréhensif, ou que l'enfant représente quelque chose de l'ordre de la réussite, la compétitivité, la force, etc. chez son enfant. Et donc, à partir de là, le parent va voir l'enfant, mais il va l'investir conditionnellement. Il va lui transmettre le message implicite: tu as le droit d'exister si tu es ça ou si tu n'es pas ça. Donc, à ce moment-là, l'enfant, face à ce regard-là, face à cette hostilité-là, va intimement absorber la conviction interne qu'il y a une partie de lui qui n'est pas valable, il y a une partie de lui qui n'a pas le droit d'exister, sinon il va se faire abandonner, il va se faire agresser, il va recevoir le même type d'hostilité qu'il a vu chez son parent. Ce phénomène-là, cette dynamique-là relationnelle va donner naissance à des enfants qui vont être fortement conditionnés par ces interdits-là intérieurs et qui vont, à partir de là, conditionner toute leur présentation et surtout conditionner beaucoup de souffrances intérieures. Là, c'est des personnes qui, au contraire, par exemple, du premier groupe qui va rechercher le regard de l'autre, et même du deuxième groupe aussi qui vont rechercher le regard de l'autre, ce sont des personnes qui, au contraire, vont essayer de se cacher du regard de l'autre. Pas toujours de manière explicite, mais ils vont toujours être en danger quand les autres les regardent, que ce soit les regarder performer, parler, quand ça va être de regarder des choses qu'ils font, qu'ils réalisent, quand ça va être de parler d'eux personnellement, intimement, ils vont ressentir une profonde angoisse parce qu'intérieurement, ils sont convaincus que s'il y a quelque chose d'inacceptable qui est vu, ils vont être fortement rejetés, ils vont être de nouveau victimes de cette agressivité, de cette hostilité-là qu'ils ont vue chez leurs parents. Et donc, ils vont construire toute leur identité, toute leur manière d'être, toute leur soi va être conditionnée par cette dynamique-là traumatique qu'ils ont vécue dans la relation avec leurs parents. Ça va donner des personnes qui vont avoir l'apparence pas l'apparence, qui vont bien fonctionner, la grande majorité du temps, qui vont même très bien fonctionner, performer dans leur vie, qui vont facilement donner le change pour les gens qui ne les connaissent pas de très près. Autrement dit, des gens qui les voient aller quotidiennement ne s'apercevront pas de ça. Si on regarde bien, on peut voir des choses qui sont plus particulières, mais la majorité du temps, on ne les verra pas. Par contre, les personnes plus proches vont savoir que c'est des personnes qui peuvent être très angoissées, qui peuvent être très dépressives, qui peuvent se sentir facilement très honteuses, qui peuvent vivre toutes sortes de mouvements émotifs très difficiles intérieurement, très souffrants, et qui vont toujours avoir tendance à essayer de se cacher, de se refermer, de ne pas en parler aux autres, d'être très mal, de se sentir très coupable, ou d'avoir besoin beaucoup de se rassurer, mais toujours plus ou moins indirectement, sans jamais demander ça directement.
Et donc, c'est des personnes qui vont être en grande difficulté à vivre leur vie, en grande souffrance, et qui vont avoir besoin de psychothérapie spécialisée pour travailler cet aspect-là. Ce phénomène-là, malheureusement, est plus fréquent que ce qu'on pense, vu que ces personnes-là, y compris à partir d'un tout jeune âge, là, enfant, là, début du primaire déjà, vont avoir tendance à, comme je dis, donner le change, c'est-à-dire à paraître, bien fonctionner, bien aller, etc., parce qu'ils vont être conditionnés à ça. Ben, c'est des choses qui sont... C'est un phénomène qui est très peu détecté, qui est très très peu vu. On peut en voir certaines manifestations, mais c'est très rare que ce soit pris en compte puis que ce soit considéré directement. Et même des personnes qui peuvent avoir passé, je l'ai vu, là, plusieurs psychothérapies, restent avec un sentiment intérieur qu'il y a quelque chose chez elles qui est inacceptable, qui est invivable pour l'autre, et vont chercher constamment à cacher, à se modifier, à s'aménager pour être acceptable aux yeux des autres. Ce groupe-là est un groupe donc très souffrant, qui a besoin de psychothérapie et qui a besoin d'une psychothérapie particulière dont je voudrais parler dans d'autres capsules éventuellement. Évidemment, en terminant, je voudrais rappeler que, comme beaucoup de choses dans la vie, on fait ce qu'on peut. Il y a beaucoup de ces principes-là que je ne connaissais pas quand moi j'ai été parent pour la première fois et que j'aurais eu avantage à savoir. Et donc, c'est une des raisons pour lesquelles je transmets puis j'essaye de vous donner ces principes-là pour que vous puissiez éviter ou améliorer certaines choses ou attitudes que vous faites avec vos enfants. J'espère que ça a été utile, j'espère que vous en avez profité. Un grand merci tout particulier, encore une fois, à François Duménil, qui est psychologue et qui a beaucoup écrit là-dessus. Comme je l'ai dit en introduction, c'est vraiment les écrits puis la théorisation la plus complète que moi j'ai vue jusque-là, dans tout ce que j'ai lu et de tout ce que j'ai vu. Et c'est celle qui permet d'expliquer à la fois le développement sain et le développement pathologique d'un individu. Merci pour tout, bon courage et à bientôt.